Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire que nous co-organisons avec l'agence ADOC sur le sujet l'éolien et ses enjeux, quelles opportunités pour la filière aéronautique. Donc, je vous propose d'attendre encore quelques minutes que tous les participants entrent dans le webinaire et ensuite on pourra le commencer. Bonjour à tous, je vous propose de démarrer. On a une bonne quantité d'inscrits qui sont maintenant présents, donc bienvenue à tous. Bienvenue à ce séminaire qui est co-organisé par l'agence ADOC Aerospace Valley sur le sujet de l'éolien, de ses enjeux, de quelles opportunités on peut percevoir pour la filière aéronautique. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le volet maintenance. Donc, je suis Émilie Sévenot, je suis chargée de mission au pôle Aerospace Valley et j'ai en charge le développement des activités du pôle sur la partie Occitanie-Est. Et je travaille aussi avec mon collègue Thilo en particulier sur la diversification dans le domaine de l'énergie. Donc, ce séminaire s'inscrit dans une démarche du pôle Aerospace Valley d'identifier de nouvelles opportunités de diversification pour les entreprises de la filière aéronautique. Cette démarche, en fait, nous l'avons engagée depuis plusieurs mois, voire années au niveau du pôle, au sein du pôle, en menant diverses actions, notamment avec ADOC. Mais nous l'amplifions depuis quelques semaines au vu du contexte. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont participé au webinaire des challenges de l'énergie qui ont été organisés par le comité stratégique de filière Nouveau Système énergétique. Et en fait, on souhaite vraiment amplifier nos actions vers le marché de l'énergie et créer de nouvelles opportunités à la fois pour les acteurs de la filière aéronautique, espace et drone, mais aussi mettre en avant des opportunités de trouver de nouvelles compétences et de nouveaux moyens pour les acteurs de l'éolien. Donc ça, c'est ce que Julien nous présentera dans quelques minutes. Donc en fait, ce webinaire est vraiment un coup d'envoi à de nouvelles collaborations qu'on souhaite mettre en place entre la filière aéronautique et la filière de l'éolien en région. Donc avec ADOC, nous tenons particulièrement à remercier les intervenants d'aujourd'hui.
Donc, par ordre d'apparition ce matin, Bruno Alain de 8.2, qui est aussi fondateur de Windoc, Monsieur Vincent Gros, qui est d'Airbus, Hervé Danton de Mécanique Vallée, Fabrizio Nastri d'Ampix. En fait, ils vont donc vous dresser un aperçu des liens qu'on pourrait faire entre la filière aéronautique et la filière, je ne sais pas si on peut parler de filière, oui, la filière de l'éolien. Donc, je vais maintenant vous parler un petit peu de comment le webinaire, comment vous allez pouvoir interagir avec nous. Donc, je pense que vous avez participé à d'autres webinaires du pôle d'Aerospace Valley, mais comme pour nos autres webinaires, vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions via le petit onglet « Questions » qui est à votre droite dans le panneau d'affichage. Nous allons en fait poser vos questions après chaque intervenant, à chaque intervention de nos intervenants. Alors bien entendu, il sera difficile pour nous de poser toutes les questions, de relayer toutes vos questions, mais pas d'inquiétude, vos questions sont enregistrées, elles peuvent être transmises aux intervenants qui pourront par la suite vous répondre. Vous avez aussi un onglet chat. Si vous rencontrez des problèmes, on pourra essayer de les solver à distance pour que vous puissiez participer de façon opérationnelle et de façon efficace à ce webinaire. On va essayer de terminer dans les temps, donc aux alentours de midi et quart, pour que vous puissiez aller déjeuner ensuite et qu'on ne mobilise pas trop votre temps. Dernier point, donc ce webinaire est enregistré et si les intervenants sont d'accord, il pourra être mis sur notre plateforme YouTube et pourra être vu après coup. Donc vous pourrez avoir un replay comme vous pourrez le voir comme vous voudrez. Et puis on va essayer aussi de rendre disponibles les présentations, toujours avec l'accord des intervenants. Donc, en tout cas, merci d'être si nombreux pour participer à ce webinaire. Je vais donner maintenant la parole à Julien Siglar de l'agence ADOC, qui est en charge chargé de mission de la filière du futur et énergie renouvelable marine. Merci, Émilie. Bonjour à tous. Donc, l'idée ici, effectivement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Émilie, c'est vraiment un coup d'envoi, ce webinaire, justement pour travailler ensemble, identifier des sujets autour de l'identification de passerelles entre le secteur de l'aéronautique et également sur celui donc, des énergies renouvelables. Donc effectivement, plusieurs travaux avaient déjà été lancés, notamment ceux autour de la logistique. Et l'idée maintenant est de continuer justement en s'intéressant notamment à la maintenance, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, voir de quelle manière on peut réutiliser l'expertise et les compétences du secteur aéronautique vers ceux des énergies renouvelables au sens large et plus spécifiquement celui de l'éolien, que ce soit de l'éolien terrestre ou de l'éolien à terre. Coup d'envoi aussi, parce que bien évidemment, il restera d'autres sujets sur lesquels on pourra se pencher tous ensemble et travailler tous ensemble. Et un des sujets notamment est celui de l'organisation industrielle, puisqu'aujourd'hui, on commence à avoir des modèles qui apparaissent, notamment pour l'éolien en mer et notamment l'éolien flottant, avec des organisations industrielles qui se rapprochent finalement des organisations industrielles qu'on a pu et qu'on a toujours sur le secteur de l'aéronautique. Donc c'est pour ça, c'est quelque chose justement d'intéressant et un sujet sur lequel on pourra travailler tous ensemble. Donc pour vous donner juste un panorama très rapide sur la filière de l'éolien. Donc aujourd'hui, tu vois pas le. Ouais. Donc très rapidement, pour la région Occitanie, après on reviendra sur une vision un peu plus large au niveau national. La région Occitanie aujourd'hui a pour ambition de devenir la première région à énergie positive d'ici 2050, donc c'est-à-dire une région où la production est supérieure à la consommation, avec un objectif bien sûr que la production soit supérieure d'origine renouvelable. Donc à travers ces objectifs-là, il y a une ambition donc très forte de la région Occitanie de développer les énergies renouvelables sur son territoire, avec notamment le développement de l'éolien terrestre, celui de l'éolien en mer et également le développement du photovoltaïque, de l'hydrogène et d'autres sources d'énergie renouvelables. Donc, au niveau national, ce qu'on peut voir sur l'éolien terrestre, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 15 gigas d'installés sur le territoire, avec une ambition justement d'ici 2028 d'avoir 35 gigas. Donc, on peut voir qu'en
en l'espace de 8 ans, on va plus que doubler les capacités de production sur le territoire national. Donc ça, c'est vraiment pour mettre en avant la dynamique au niveau du développement de ce type de technologie sur le territoire français. Au niveau régional, donc comme je vous le disais tout à l'heure et à travers le scénario REPOS, l'objectif d'ici 2030 est de multiplier par 3,5 les capacités de production éolienne sur le territoire donc en région Occitanie. Pour poursuivre donc sur le développement donc de la filière de l'éolien, pour la dynamique de l'éolien en mer en France, aujourd'hui c'est vraiment une filière qui est naissante, puisqu'aujourd'hui en mer on n'a pas de capacité de production installée, si ce n'est un démonstrateur au large de Saint-Nazaire. Et donc effectivement les installations restent à mettre en place. Ceci étant, aujourd'hui, on a près de 3,2 gigas qui ont été attribués en matière d'appel d'offres. Et l'objectif des industriels et de la filière d'ici 2028 est d'avoir donc 10 gigawatts en exploitation. Donc aujourd'hui, de manière générale, au niveau national, la filière donc, de l'éolien en mer, que ce soit posé ou flottant, représente à peu près 3000 emplois. Et la filière estime que d'ici 2030, ces emplois seront portés à peu près autour de 30 000 emplois. Donc, on peut voir qu'il y a une dynamique très forte, mais surtout un engagement, une ambition très forte pour le développement de l'éolien en mer au niveau national. Pour ce qui est du niveau régional, au niveau du développement de l'éolien en mer, en région, on aura donc de l'éolien flottant. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'éolien flottant, puisque nous allons avoir 2 fermes pilotes donc, au large de Port-la-Nouvelle, qui seront donc en exploitation à partir de 2023, 2022 et 2023, et également les fermes commerciales qui sont prévues donc, par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous aurons donc 250 MW ont été confirmés sur le territoire régional. Et l'attribution des appels d'offres se fera donc en 2022. Donc juste très rapidement le calendrier. Donc calendrier à ce jour que nous avons avec vraiment les points importants 2022-2023, le déploiement des fermes pilotes et l'attribution des appels d'offres pour les fermes commerciales, et 2028 la mise en exploitation des fermes commerciales. Voilà, juste pour finir sur la dernière diapositive, très rapidement. C'est juste pour remettre en avant l'ambition qu'on a au niveau régional sur le développement des énergies marines et notamment donc de l'éolien flottant. Le développement de Port-la-Nouvelle, avec l'ambition de faire de Port-la-Nouvelle le port de la transition énergétique ici en région Occitanie. La région aujourd'hui investit près de 230 millions d'euros dans le développement d'infrastructures donc qui vont répondre aux besoins de l'éolien flottant, mais pas que, également qui permettront le développement de l'hydrogène et le développement des énergies renouvelables à l'intérieur du territoire. Donc l'idée vraiment de Port-la-Nouvelle, c'est de faire une plateforme, voire vraiment d'en faire un centre de compétences orienté vers les énergies renouvelables. Voilà, c'était juste pour vous donner un panorama très rapide sur la filière de l'éolien au niveau national et en région. Et bien sûr, l'idée, après pour nous, c'est de continuer le dialogue avec vous et avec ma collègue Aurélie Brochard. On est bien sûr disponible pour continuer ces échanges sur la filière. Donc, Julien, on a une petite question. Alors, juste, combien représente la production d'énergie renouvelable en Occitanie sur les 15 gigawatts nationaux? Au niveau, ouais, c'est 10%. Ouais, aujourd'hui, on a 1,5 giga d'installés sur le territoire. Voilà, je vous propose peut-être de poursuivre avec Bruno Alain, donc, qui va intervenir sur la partie maintenance de l'éolien. Alors, voilà, vous avez la main, Monsieur Alain.
Bonjour à tous. Je ne sais pas si mon écran, ça y est, ça doit être visible. Donc oui, bonjour à tous. Donc je représente donc aujourd'hui Windoc, qui est la filière EMR des clusters Sémater et Polmer Méditerranée, qui est aussi également porté par la région et ADOC. Donc j'enchaîne tout de suite sur un petit peu l'état de l'art de la technologie. Donc là, sur ce slide, vous voyez l'évolution des éoliennes. Et bon, c'est tout de suite pour vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, on a vraiment de très grosses machines qui se présentent sur le marché éolien offshore. Pour faire un petit peu le point sur l'onshore, aujourd'hui, on installe les plus grosses machines compte des rotors de 150 mètres de diamètre. Ça fait des pales de l'ordre de 75 mètres de longueur. Et pour des puissances unitaires de 4,5 MW. On est un petit peu limité en onshore à cause des dimensions des pales qui deviennent difficiles à transporter sur les réseaux routiers. Il est question éventuellement de dépasser les 150 mètres avec de nouvelles techniques de transport et surtout avec des pales qui peuvent être démontables. Mais bon, ça reste quand même compliqué de dépasser ces dimensions. Sur l'offshore, il y a moins de limites, puisqu'on peut fabriquer les pales en bord de mer et les les déposer sur les bateaux directement. Donc là, on a aujourd'hui des rotors de 222 mètres. La machine la plus grosse qui est aujourd'hui annoncée sur le marché, sur des projets commerciaux, est la Siemens Gamesa qui présente une puissance de 14 MW. Et donc une taille de rotor de 222 mètres. Donc ce sont de grosses machines qui coûtent très cher, ce sont des investissements colossaux. Dans ce contexte-là, ça suppose donc d'avoir des disponibilités de l'ordre de 100%, et donc sur les métiers de la maintenance qui vont donc se greffer sur l'offshore, on doit éviter de faire la maintenance curative si possible. Donc, bon, c'est des métiers classiques que vous connaissez dans l'industrie. Donc, il y a de la maintenance préventive ou programmée qui fait appel à des techniciens généralement qui ont une multi-compétence à la fois en électricité, en mécanique, en hydraulique, enfin, système hydraulique, en électronique, en contrôle commande et en instrumentation. Alors, évidemment, quand il s'agit de faire de la maintenance curative, on va chercher des spécialistes pour démonter et remonter les pièces. En ce qui concerne l'électronique, généralement, on ne s'embête pas, on change les cartes électroniques. La maintenance prédictive, elle fait appel donc à des technologies un peu plus de pointe. Donc, on est sur l'analyse vibratoire essentiellement, et aujourd'hui, on parle aussi de faire de l'analyse de données SCADA animées par l'intelligence artificielle. Là aussi, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive de pointe pour pallier aux grosses pannes et essayer de les prévenir. Voilà, donc c'est les métiers donc qui répondent si vous voulez de l'aéronautique, c'est assez facilement accessible pour vous, puisque vous allez retrouver à peu près tous les métiers que vous embrassez aujourd'hui dans l'aéronautique, bon, avec des génératrices qui sont quand même calibrées sur des puissances assez importantes. 14 MW, c'est quand même, aujourd'hui, c'est la puissance des parcs éoliens. Ça regroupe à peu près 4, 5, 6 machines. Donc, c'est vraiment des puissances assez importantes. En recherche et développement, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Là, vous avez un petit topo de ce que nous, on a imaginé à travers le cluster, enfin les clusters, donc Sémater et surtout Polmer Méditerranée, qui est un pôle compétitivité, donc qui peut donc accompagner des projets innovants. Donc il y a des choses à faire au niveau des énergies secourues, trouver des systèmes de production d'énergie propre avec un stockage propre également, donc l'hydrogène éventuellement,
Au niveau de la maintenance préventive des rotors, il est question donc de faire appel plus particulièrement au drone, puisqu'on ne peut pas trop se poser sur les bateaux, ça bouge, donc on aura beaucoup plus de stabilité avec un drone. Sur la maintenance prédictive des rotors, aujourd'hui on s'intéresse à la thermographie en très haute définition. Donc on irradie les pales et on essaie de voir s'il n'y a pas des défauts structurels qui apparaissent. Donc là, on peut donc prévenir des problèmes structurels en amont. On peut faire aussi de l'analyse vibratoire très basse fréquence, surtout rechercher des phénomènes de balourd. Donc sur l'éolien offshore flottant, ça va être un deuxième challenge parce que c'est un peu compliqué à filtrer. Dans le domaine des améliorations de performance, on fait appel à l'intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure, ça permet aussi de faire de la maintenance prédictive. Il y a des technologies autour de la surveillance qui sont aussi utiles, puisque les éoliennes offshore constituent des postes avancés pour garder les côtes. Donc on peut faire là on peut faire de la vision. On peut aussi avec la vidéo détecter le balourd. Et enfin, on peut aussi faire de la gestion d'avifaune en mettant des techniques d'effarouchement en place pour prévenir donc de l'impact des oiseaux sur les rotors. Voilà pour les projets R&D, il y en a d'autres, hein. Ça c'est une photographie vite fait, mais on peut encore imaginer d'autres axes de recherche et développement. Enfin pour terminer, donc la filière Windoc que j'anime avec Marie-Laure Bougier a pour objectif donc de regrouper des sociétés qui sont dans le bassin d'Occitanie. L'idée c'est de se regrouper et d'être le plus nombreux possible pour pouvoir répondre aux futurs appels d'offres des projets commerciaux, identifier les projets R&D là comme j'ai pu le faire à l'instant et regrouper donc des sociétés pour y répondre. Et donc là c'est le moment parce qu'il y a beaucoup de projets pilotes là notamment en mer Méditerranée qui pourraient accueillir des projets R&D. Donc c'est un terrain de jeu intéressant. Il faut toutefois pouvoir afficher des projets ambitieux et intéressants pour les porteurs de projets. Et donc, en se regroupant, on pourra peut-être faire des propositions plus alléchantes pour eux. Bon, voilà, il y a aussi aujourd'hui l'ambition de participer à tous les salons nationaux, internationaux sur l'offshore. Ça commence à bouger, à s'organiser beaucoup. Donc, l'idée, c'est de vous représenter aussi donc à travers la bannière Windoc. Voilà, donc je vous propose de revenir vers moi si ça vous intéresse, donc pour faire partie des adhérents. Donc en rejoignant Windoc, vous pouvez donc soit vous rejoindrez automatiquement en fait le cluster CEMATER. Et donc sur des projets innovants aussi, et Polmer Méditerranée, voilà, puisque nous on représente les EMR pour ces deux clusters. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Bruno pour ton intervention. Alors plusieurs questions justement par rapport à ton intervention, notamment sur que représentent les coûts de maintenance par rapport justement au coût d'investissement d'une éolienne. Est-ce que tu as cette information? Alors le coût de maintenance dans les OPEX, c'est aujourd'hui effectivement c'est le plus gros poste, hein. Alors après, pour donner un pourcentage, ça dépend si on s'inscrit dans l'onshore ou dans l'offshore, mais bon, pas dire de bêtises, on est sur de l'ordre de 20, 30, 40% des coûts de maintenance, enfin des coûts d'OPEX, pardon. Le reste constitue surtout le remboursement de la dette, puisqu'il faut payer donc les investissements.
les facteurs de charge là, des parcs éoliens offshore sont compris généralement entre 29 et 48% en Europe, hein, à mettre donc en comparaison avec un facteur de charge moyen de 22% sur le territoire français en onshore. Donc on est sur des facteurs de charge quand même vachement importants et qui, heureusement d'ailleurs, parce que les investissements sont colossaux sur l'offshore. Hein. Il faut pouvoir rentabiliser tout ça. On a une autre question. Est-ce que les fabricants installateurs réalisent la maintenance de leur parc éolien? Pardon? Est-ce que les fabricants installateurs réalisent la maintenance de leur parc éolien? Oui, dans la grande majorité des cas, ce sont effectivement les manufacturiers qui réalisent la maintenance. Alors, dans l'onshore, c'est en train, le modèle classique, effectivement, où c'est les manufacturiers qui sont en place sur la maintenance, est en train de s'estomper un peu, mais bon, pour autant, les manufacturiers gardent le contrôle de la maintenance dans la grande majorité des cas. Et sur l'offshore, compte tenu des enjeux, c'est aussi généralement eux qui sont en poste sur la maintenance. Pour autant, ils peuvent faire appel à des sous-traitants, donc il y a des opportunités de marché pour des sociétés locales en Occitanie. Je sais que MHI Vestas recherche, est intéressé d'avoir des relais et pouvoir faire appel au bassin d'emploi d'Occitanie et des sociétés compétentes. Merci. Et une dernière question. La conception, l'exploitation et la maintenance des éoliennes sont-elles soumises à une réglementation sur la sûreté des personnes et de l'environnement? Oui, alors dans l'onshore, on est sous l'égide de l'ICPE. Il y a une réglementation donc ICPE qui est assez stricte et qui permet de cadrer tout ça. Bon, il y a d'autres réglementations qui viennent aussi épauler l'ICPE, mais bon, ça reste le cadre réglementaire principal. Sur l'offshore, les choses se mettent en place. Pour l'instant, on est dans le domaine maritime, donc il y a plusieurs réglementations qui viennent s'y raccrocher. Je pense qu'il y a des choses qui vont se faire, qui vont se définir dans les années à venir, puisque bon, pour l'instant, il n'y a pas de parc éolien en activité, donc la réglementation n'est pas complètement mature. Alors, une dernière question avant de passer à Vincent Gros. Est-ce que Windoc suit également des projets de R&D relatifs à la conception ou fabrication des éoliennes? On peut s'inscrire sur des projets de ce type-là. Actuellement, nous n'en suivons pas. Non. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais reprendre la main. Donc, nous allons passer maintenant à l'intervention de Vincent Gros d'Airbus. Donc, Monsieur Gros, je vous laisse vous présenter, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Vincent Gros, donc je travaille chez Airbus Commercial. Je suis senior expert en ce qu'on appelle maintenance opération chez Airbus. Donc, je m'occupe de préparer, de guider les futurs concepts de maintenance des futurs avions Airbus. Et j'ai aussi un autre rôle de guider l'ensemble des activités de recherche côté maintenance au niveau du groupe Airbus, donc pour les hélicos aussi, et les drones, etc. Et j'ai aussi des rôles au sein du CORAC sur la partie maintenance au niveau français. Aujourd'hui, là, si je décide de tisser un peu les liens qu'on peut voir entre l'industrie de la maintenance aéronautique et celle des drones, même si on ne parle pas exactement de la même taille de marché pour le moment, hein, entre la maintenance aéronautique, qui est quand même un gros acteur
au niveau mondial en termes de valeur. Je pense que l'évolution de vers les énergies renouvelables, comme est expliqué tout à l'heure, passer jusqu'à 30 000 personnes qui vont devoir en France maintenir dans un futur proche l'ensemble des éoliennes, montre qu'il y a un gisement de valeur important. Et l'idée de transformer, d'essayer d'investir dans de partir de la maintenance aéronautique et aller vers la maintenance éolienne, pour moi, a du sens. Pourquoi? Déjà sur un aspect, pour moi, il y a une similarité des produits. Si on considère les différents composants d'une éolienne qui sont les pales en composite, bien sûr qu'ils ne sont pas la même taille que des pales d'un ATR ou des obs d'un moteur d'un Airbus A320. Il y a une similarité déjà en termes de composants, en termes de problématiques. On peut aller sur la chaîne de transmission, les gearbox, les réducteurs de vitesse. On connaît ça dans l'industrie aéronautique et on voit ça aussi dans l'éolien. Tout ce qui est la génération électrique, les génératrices, même si on ne parle pas de la même puissance installée, là, je pense qu'il y a un facteur 10 et un facteur 100. Il y a des similarités sur ces sujets aussi, et surtout des similarités de maintenance associée. On a bien sûr l'électronique de puissance, on a de la puissance hydraulique, on a des capteurs, des anémos, des choses comme ça. On a de la communication, je suppose aussi. Et tout ça, on le retrouve aussi comme composant essentiel d'un avion. Et donc, il y a pour moi une forte similarité dans les grands métiers de la maintenance aéronautique, soit côté structure, composite, électronique, avec ce qui est fait sur l'éolien. Donc ça, c'était sur les aspects similarité des produits. Pour moi, il y a aussi une similarité des problématiques. On discutait avec monsieur Alain là, pour préparer ce call là, sur la notion d'érosion des pales. On voit ça aussi sur nos avions, l'érosion des bords d'attaque d'une aile ou même des pales sur un ATR. Des notions de fatigue sur les questions de flotteurs. On a des notions d'opérer dans un environnement hostile. L'éolien offshore est forcément soumis dans un environnement très corrosif. On a ces mêmes types de problématiques dans l'aéronautique aussi. Des aspects vibration, et donc encore une fois des similarités fortes. On nous demande aussi dans les deux mondes au niveau de disponibilité, parce que nos produits, que ce soit un avion ou une éolienne, coûtent cher. Nous, dans l'aéronautique, on parle en termes de nombre de jours d'opération du produit par an ou nombre d'heures d'opération par jour. Monsieur Alain parlait aussi de devoir utiliser l'éolienne quand le vent souffle. Donc, il faut à tout prix un haut niveau de disponibilité de l'éolienne. Il y a une question tout à l'heure qui a été posée sur le coût de maintenance, on voit qu'ils sont importants. Dans l'aéronautique, ils sont un peu plus faibles quand on compare ça au coût d'exploitation, on est plutôt autour d'une dizaine, une quinzaine de pourcents. Mais ces deux métiers, pour moi, sont fortement dépendants de la main-d'œuvre, et c'est surtout celle-ci qui drive les coûts derrière. Il y a aussi des aspects logistiques importants. On parle de grandes pièces, même si je comprends que les pales d'une éolienne posent d'autres niveaux de problématiques que l'aéronautique, mais on est encore dans des grandes dimensions pour des pièces ou des spares qu'on devrait apporter sur l'éolienne ou sur l'avion quand celui-ci est en panne. Et pour moi, donc, il en découle aussi une similarité des concepts de maintenance. On parle d'inspections programmées, qui sont vraies d'un côté éolien, mais aussi d'un côté aéronautique. On parle de grosses maintenances curatives, avec des révisions périodiques sur une éolienne comme sur un avion, qui sont bien sûr à éviter, à programmer au bon moment, à diminuer la taille. Et là, on est dans des problématiques exactement similaires entre l'aéronautique et le monde de l'éolien. Et on veut aussi passer dans les deux mondes d'une maintenance préventive à de la maintenance sur condition pour gagner la disponibilité opérationnelle. Et je pense que c'est une notion importante, c'est la notion de flexibilité des opérations qu'on cherche à avoir dans les deux mondes. Côté aéronautique, on a des hautes saisons et des basses saisons, où les avions doivent être disponibles à 100% dans la période d'été. Je pense que c'est le moment, l'été, pour les éoliennes, pour pouvoir faire de la maintenance. Donc il faut aussi pouvoir, je pense, gérer cette notion de bon timing pour réaliser l'opération de maintenance en fonction du besoin. D'où cette notion de flexibilité. Et ce qui conduit pour moi sur une notion de similarité sur les technologies
et surtout sur les futures technologies. On pousse notre côté avion sur une digitalisation forte des opérations de maintenance pour fluidifier et optimiser l'ensemble des processus et permettre de mettre en œuvre les nouvelles stratégies de maintenance comme la maintenance sur condition, prédictive, voire prescriptive. Je pense qu'on est exactement dans la même problématique côté éolien. Côté avion, on cherche aussi à automatiser les processus de maintenance. On parle de drones sur les avions. Monsieur Alain a parlé tout à l'heure des drones pour faire des inspections d'éoliennes. On est exactement dans la même problématique. Voilà. Et je pense aussi que la maintenance d'éoliennes ou d'avions sont de plus en plus complexes et le recours à l'assistant virtuel, à l'intelligence artificielle sont des technologies aussi qu'on a en commun. Donc on voit donc qu'il y a plein de différentes similarités sur les produits, les problématiques, les stratégies, les futures technologies, et qui donc rapprochent ces deux mondes. Mais je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que les exigences réglementaires, l'exigence de formation, la traçabilité, le niveau de sûreté attendu est pas tout à fait le même entre l'aéronautique et l'éolien. Et donc les coûts de transformation du personnel, des entreprises qui travaillent aujourd'hui dans le métier de la maintenance aéronautique vers la maintenance éolien me semble raisonnable et donc envisageable pour l'ensemble des sociétés qui sont dans ces métiers. Et donc pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière pour ces acteurs de l'aéronautique pour franchir le pas et aller réfléchir ou aller se mouiller, on va dire, aller faire de la maintenance côté éolienne offshore. Voilà. J'espère que ça a permis d'un peu d'éclairer et tracer les ponts entre ces deux mondes et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, on a quelques minutes si vous avez des questions à poser, vous avez besoin d'avoir un éclairage sur la présentation de M. Gros ou si d'autres questions vous sont venues pendant la présentation sur le sujet de M. Alain, n'hésitez pas. Donc, on avait une question, où sont fabriquées les éoliennes? Ah, c'est plus pour M. Alain, je pense. Pour M. Alain. Où sont fabriquées les éoliennes? C'est ça la question? Oui. Actuellement, donc, GE General Electric fabrique ses nacelles à Saint-Nazaire, en France. Là, pour les Siemens Gamesa là, qui sont prévus d'être installés en mer dans les eaux territoriales françaises, il y aura des usines. Là, il y a des usines en construction. Il y a une usine de construction de pales pour GE qui est de mémoire sur Cherbourg ou Le Havre. Cherbourg, me semble-t-il. Le Havre, il devrait y avoir la fabrication des nacelles des Siemens Gamesa. Je parle sous réserve de ne pas me tromper parce que mais c'est voilà, il y a quelques usines qui seront implantées en France. Sinon, l'essentiel des usines sur l'offshore sont au Danemark, en Allemagne. Bon, il y a quelques éléments qui viennent d'Asie de temps en temps, en outre les pales. Mais enfin voilà, donc l'essentiel aujourd'hui sera fabriqué en Europe. Merci Bruno. Une autre question, peut-être pour Monsieur Gros. Alors, la question des études type MSG 3 avec point d'interrogation. Alors oui, on fait des études MSG3 pour mettre en place un programme de maintenance sur les avions. Alors personnellement, je ne sais pas s'il y a ce type d'études-là, mais ce que je comprends la discussion que j'ai avec M. Alain, peut-être que M. Alain pourra compléter, des inspections périodiques sont réalisées sur les éoliennes. Vous confirmez, M. Alain? Oui, tout à fait. Donc il y a les inspections périodiques des pales se font tous les ans, tous les 2 ans. Ça dépend de la philosophie qui est embrassée par le manufacturier, mais effectivement il y a des inspections récurrentes qui se font soit au drone, soit au télescope. Donc, et nous réalisons là, parce que je suis aussi dirigeant d'une société qui fait de l'expertise, on réalise des inspections également sur corde au contact des pales.
Donc, généralement, plutôt tous les 5 ans en moyenne. Merci. Au-delà de ça, on fait des audits techniques aussi régulièrement, à peu près avec des cycles équivalents sur toutes les éoliennes. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va... Ah, aussi, il y en avait quelques-unes, pardon. Ils sont arrivés au fil de l'eau. Alors, il y avait une question qui peut être effectivement intéressante, la similarité des matériaux, notamment composites, et donc du démantèlement. Est-ce que vous voyez des points de similitude entre les deux types, notamment en particulier sur les matériaux? Je peux commencer à répondre, peut-être que M. Alain complétera. Je pense que oui, hein, si on parle des mêmes matériaux. Alors c'est clair qu'on a des problématiques aujourd'hui de recyclage du carbone sur les avions. Donc Airbus, on y travaille. Je pense qu'avoir des pièces à très très long allongement comme des pales, cette problématique va se poser aussi dans le futur. Voilà. Après, sur les parties métalliques, je pense qu'il n'y a pas de souci de démantèlement. C'est des choses qui sont et de recyclage, c'est des choses qui sont réalisées dans l'aéronautique et sans doute transposables dans l'éolien. Oui, tout à fait. Là, aujourd'hui, maintenant, on maîtrise bien le recyclage quasiment de tous les composants. Là. Depuis peu, on recycle même les composites, la fibre des pales. Ce n'était pas le cas il y a encore peu de temps. Et donc, il y a vraiment, on s'oriente vers un recyclage à 100% des éoliennes. Il y a une question autour des contraintes d'habilitation ou d'accréditation du personnel et ou des sociétés, voir s'il y avait des similitudes. Ça, c'est peut-être des choses à creuser plus en détail. Je voulais répondre, M. Alain, parce que je pense que vous êtes mieux placé que moi là-dessus. Est-ce que vous pouvez répéter la question un petit peu plus fort, parce que j'ai un mauvais son. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Quelles sont les contraintes d'habilitation ou d'accréditation du personnel ou des sociétés? Savoir si on pouvait avoir des similitudes entre ce qui se passe dans le domaine de l'aéronautique et le domaine de l'éolien. Au niveau des habilitations, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, apparemment, les habilitations dans l'éolien sont moins drastiques que celles qu'on peut connaître dans l'industrie aéronautique. Globalement, nous, on compte 5 ou 6 habilitations, les habilitations électriques, travail en hauteur, évacuation d'urgence, utilisation d'extincteurs, les premiers secours, la SST, et pour l'offshore, donc des habilitations de sauvetage en mer, qui doivent être similaires d'ailleurs à l'offshore pétrolier, et qui sont généralement plutôt orientés sur le modèle anglo-saxon. Voilà, mais donc ça reste tout à fait, ce sont des investissements qui sont relativement légers. Enfin, c'est pas ça vient pas gréver les budgets d'investissement. Alors, justement, pour continuer dans ce sens, une question, selon quelles modalités sont envisagées ces transferts de compétences et transferts de personnel? Alors, peut-être juste aussi pour donner quelques indications par rapport au travail qui a été fait aujourd'hui entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Il y a un premier travail qui a été fait justement pour identifier les spécialisations qui sont nécessaires pour passer du terrestre à l'éolien en mer, mais également entre des métiers un peu plus techniques terrestres, tout ce qui est maintenance industrielle, vers les métiers de l'éolien offshore en mer. Donc, il y a une étude, un travail qui avait été fait et organisé par la Directe et l'ADREAL sur le territoire régional
Et peut-être qu'ici, ça serait un travail aussi qui serait à mener entre le secteur de l'aéronautique et celui de l'éolien. Effectivement, pour avoir une meilleure connaissance justement de tous ces transferts possibles et comment permettre. Alors, on a une dernière question qui. Oups. Non, c'est arrivé en même temps. Voilà. Si un acteur du marché de l'aéronautique voulait utiliser la capacité industrielle pour fabriquer des équipements liés à l'éolien, quels sont les procédés de fabrication requis et quels sont les composants éoliens similaires à Alors, on vous entend très mal, hein. On n'a pas compris la question, je pense, hein. Ouais. Ah. Si un acteur du marché de l'aéronautique voulait utiliser ses capacités industrielles, Non. éoliens similaires à considérer. Personnellement, j'ai pas compris la question. J'ai pas entendu. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Ah. Émilie, on vous entend plus. Hein. Pour un acteur de l'aéronautique, en fait. Comment ? Passons à la suite, Émilie, parce que là, on ne vous entend plus. Alors, bon, du coup, ma question restera sans réponse, c'est pas grave. Pas de question. Du coup, je vais passer la parole à Monsieur Danton. Je suis navrée pour la question, mais on pourra revenir peut-être plus tard dessus. Donc, Monsieur Danton, je vous donne la main. Et c'est à vous. Donc, très rapidement, l'objet n'étant pas de présenter Mechanic Valley, vous allez voir apparaître quelques slides, mais mon discours sera plutôt pour vous faire un retour d'expérience. Il y a une dizaine d'années, on a eu une crise, certains s'en souviennent parce qu'ils étaient déjà en prise. Nous, à l'époque, Cluster Mechanic Valley, on a décidé de faire de la diversification. Nous y sommes donc allés et on a été sur plusieurs secteurs, dont l'éolien. On a été sur le secteur de l'éolien et je vais essayer peut-être d'arriver à montrer mon écran. Exactement. On a été sur l'éolien onshore, on a été sur les énergies renouvelables et nous, avec nos 160 entreprises, j'avais 18 entreprises venues sur l'hydroélectricité et nous sommes allés sur d'autres secteurs divers, façon matériel médical, etc. Alors à l'époque, pour l'anecdote, l'éolien onshore, nous n'avons pas vraiment réussi à percer. Un tas de petits problèmes se sont dressés. L'hydroélectricité, en revanche, la maintenance lourde, clairement, là, ça a été un vrai succès puisque désormais, en groupe, nos entreprises travaillent. On a même créé un groupement d'entreprises pérennes qui fait quelque chose comme 3-4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, plusieurs messages par rapport à ce que je veux dire en la matière. C'est la force d'un réseau, ce n'est pas une démarche individuelle d'entreprise qui a permis d'aller vers le succès sur un nouveau marché. Vous avez pour la plupart tenté de regarder des diversifications, on vous parle de ferroviaire, on vous parle de défense, etc. Il y a quand même pas mal de secteurs sur lesquels on ne nous attend pas, puisqu'il y a déjà des intervenants qui sont efficaces. En revanche, il y a des nouveaux secteurs et celui-là, l'éolien offshore, en est un. Monsieur Gros a présenté quelques points de similarité. J'insiste sur le fait que la corrosion et la corrosion marine, ce sont des sujets qui sont bien connus par l'aéronautique, qui ne sont pas du tout connus par l'éolien onshore terrestre. Donc ça, c'est des nouveautés pour eux qu'ils doivent aborder. On a bien montré aussi le gigantisme qui gagne le secteur éolien. Alors ça, c'est classique depuis 30 ans. Désormais, ce gigantisme prend des proportions
impressionnante, puisqu'on était déjà 450 tonnes en haut d'un mât sur du terrestre. J'ai entendu parler de 700 tonnes sur un mât maritime, enfin, offshore. Vous imaginez les contraintes et les calculs. Donc tout ça, ce sont des sujets nouveaux où nos entreprises peuvent intervenir, les entreprises qui travaillent sur les secteurs aéronautiques. Et c'est globalement ce qui me paraît le plus important, savoir se diversifier sur des secteurs en croissance réelle, pas sur des secteurs matures, et de travailler en commun avec les intervenants qui sont d'ores et déjà en place. Windoc vient de faire, M. Alain, sa présentation. Clairement, tenter de travailler seul dans son coin me paraîtrait une aberration. Et c'est ce que nous, on a trouvé. Alors, ça ne fonctionne pas toujours. Il y a 10 ans, on a montré que sur l'éolien terrestre, on n'a pas réussi. Mais on a, contre-exemple, montré que nous pouvions réussir sur notre secteur d'intervention. Donc voilà globalement le sens de mon message. Après, derrière, le gros avantage, c'est que du vent, il y en a beaucoup plus en mer qu'en terrestre. Donc, une éolienne terrestre fonctionne de mémoire 2200 heures par an, un quart du temps, ce qui est déjà beaucoup. Si ma mémoire est bonne, c'est aussi à peu près ce que fait un avion. On peut espérer que l'éolienne offshore sera beaucoup plus sollicitée, ce qui met des contraintes bien plus grandes sur la maintenance et sur les matériels. Donc, si on ne nous attend pas complètement, c'est parce que nous ne sommes pas encore connus, tous ceux qui nous écoutent et nous-mêmes, Mécanique Vallée. Présentez-nous, montrons-nous et montrons nos compétences sur ce secteur en grande émergence. Voici pour ma présentation. Je ne sais s'il y a des questions. Merci, si on peut passer. N'hésitez pas à poser vos questions. On a un petit peu de temps. On est dans les temps. Donc, si vous avez... Émilie, on ne vous entend toujours pas. Pas, c'est pas possible. Est-ce que vous entendez mieux, Julien? Non, là, on vous entend. À vous. Bon. Donc, je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a encore du temps. Peut-être, Hervé, peut-être une question sur l'action qui avait été montée donc, il y a une dizaine d'années, justement pour se rapprocher des marchés de la sous-traitance de l'éolien, et peut-être l'ambition pour Mécanique Vallée, pour Windoc et pour nous tous, finalement, de refaire cette action, de remettre en place cette action. Voilà. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire un peu plus sur ça, sur ce qui pourrait être remis en place éventuellement? J'ai donné les maîtres mots, c'est ne pas travailler seul, c'est se rapprocher de vous parce que les intervenants en place. Et nous, ce que nous avions fait à l'époque, c'est carrément l'émergence d'un groupement, il s'appelle GHMV, Groupement Hydro Maintenance Mécanique Vallée, qui est devenu une société sous forme SAS avec quelques membres de la Mécanique Vallée. Donc, tout ça, ça nécessite de l'ingénierie et de l'expertise. On ne part pas seul, je le répète, je le répéterai jusqu'au bout. C'est un travail collectif en se rapprochant des bons experts que vous êtes. Ça ne fonctionne pas toujours. Il faut savoir qu'il y a des échecs dans nos diversifications, mais sur ces sujets-là, c'est maintenant qu'il faut prendre le train, si je puis dire, le train de l'éolienne offshore. C'est bien, Émilie? Parfait. Donc, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, oui, je peux reposer effectivement la question de tout à l'heure. Alors, je vais la retrouver. Je vais parler fort. Pour un acteur du marché de l'aéronautique qui souhaite utiliser ses capacités industrielles pour fabriquer des équipements liés à l'éolien, quels sont les procédés de fabrication clés qui sont requis et quels sont les composants éoliens similaires à considérer? Je pense que c'est pour Monsieur Alain.
excusez-moi, pour la fabrication des éoliennes, quels sont les composants clés à considérer? Oui, et aussi pour s'il y a des pièces de rechange, j'imagine, tout ce qui est au niveau de la maintenance. Alors, bon, il y a un des composants clés, je pense, sur lequel il faudra vraiment se concentrer à l'avenir, c'est les cartes électroniques, hein, parce qu'il y a beaucoup d'électronique dans les éoliennes, électronique de puissance, hein, en outre. Et souvent, ben, il y a pas mal de revues, des changements de cartes entières qui sont pas forcément remis en état. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Bon, après c'est bon, une quantité énorme de composants, de sous-composants, hein. Une éolienne, c'est constitué de beaucoup de pièces. Donc, il faut effectivement aller creuser autour de l'hydraulique, on l'a dit tout à l'heure, de l'électronique, électronique de puissance, les systèmes de contrôle-commande. Bon, ben là, pas trop de failles là-dessus, mais là, les pièces des multiplicateurs donc un multi, bon, généralement, on évite de changer le multiplicateur dans son intégralité. Quand ça commence à casser, on répare une partie du multi. Donc, il y a des pièces, effectivement, là-dessus qui peuvent être reconditionnées. Voilà, pour l'essentiel, moi, je verrai surtout beaucoup de travail autour de l'électronique. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. J'ajouterai pour ma part, avec notre expérience de l'éolien terrestre, donc Hervé Danton, Mécanique Vallée, il y a des composites, mais ce n'est pas les mêmes que les ailes du 787. Hein. En revanche, le fabricant de machines de ces ailes du 787 et FIV au passage, hein, chez nous, Mécanique Vallée, il est tout à fait capable de faire les machines pour fabriquer les pales éoliennes gigantesques. Il faudra juste les installer non pas au Japon, mais sur le port La Nouvelle. Et après, derrière, il y a effectivement énormément de points communs, et notamment tout ce qui est lié à la corrosion marine et au milieu agressif que nous avons cité à plusieurs reprises. Donc, beaucoup de points communs. Les points les plus divergents, c'est les coûts de l'aéronautique, parce que on peut exiger en coût en aéronautique, c'est pas du tout supportable pour le sujet éolien terrestre. Donc, nous espérons que l'éolien offshore sera un peu plus riche. Merci. Une autre question, justement, qui couvre un peu tous les domaines abordés jusqu'à présent. Qui sont aujourd'hui les grands acteurs de la maintenance sur l'éolien offshore et quels sont les besoins en procédés spéciaux? Peut-être Bruno en premier. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est essentiellement les manufacturiers qui aujourd'hui dominent le marché de la maintenance. Alors, j'ignore en détail les sous-traitants auxquels ils font appel, en particulier parce qu'en France, rien ne se passe pour l'instant. Il n'y a pas d'activité, mais on peut imaginer qu'il y aura de la sous-traitance dans la maintenance. Parce qu'il y a, si on fait le parallèle avec l'éolien onshore, il y a beaucoup de tâches dans l'onshore qui sont sous-traitées. Les vidanges d'huile, du multiplicateur, le resserrage, le resserrage des boulons, les contrôles périodiques. Il y a les tâches évidemment qui sont les plus pointues sont généralement internalisées pour des raisons stratégiques, mais il y a quand même pas mal de place pour la sous-traitance et donc des opportunités de marché pour les sociétés spécialisées dans la maintenance. Merci Bruno. Une question pour Hervé. Pouvez-vous être plus spécifique sur les besoins d'ingénierie de Mécanique Vallée? On a perdu Hervé. Il a peut-être pas développé son... Hervé, vous êtes en
mute. Donc, si vous nous parlez, on ne peut pas vous entendre. J'ai des problèmes de connexion là. Hein. Bon. Est-ce que vous avez entendu la question? J'ai des problèmes de connexion, je viens de me remettre en ligne. Je vous écoute. Hein. Désolé. Il y avait une question. Pouvez-vous être plus spécifique sur le besoin d'ingénierie de Mécanique Vallée? Alors, nous, en tant que tel, Mécanique Vallée, on n'a pas spécifiquement de besoin. Et on fait, avec le pôle Méditerranée, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher chez nous les compétences qu'il n'y a pas au local. En gros, on travaille par cercle concentrique. Les éoliennes de Port-la-Nouvelle vont avoir des besoins qui sont en partie répandus à quelques kilomètres et on sert d'arrière-cour pour le pôle Méditerranée. C'est le principe. Et donc après, derrière, quand nous, on ne sait pas faire, parce que le pôle ne sait pas faire, nous, on ne sait pas faire, on va rechercher autour de nous ce qui nous manque. Donc, Toulouse deviendrait notre arrière-cour, si je puis dire, dans ce sens-là. Mais au besoin actuel, on n'a pas de connaissance de choses manquantes aujourd'hui. Ça évolue quand même. Parfait, merci. Je vous propose de passer au dernier intervenant de ce webinaire, auquel je vais donner la main. Voilà, Monsieur Nastri, vous avez la main. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Donc, je suis le gérant de Ampix Power. Ampix Power est une société qui existe depuis 10 ans, qui développe une technologie de production d'énergie éolienne aéroportée. Donc, ce sont des avions qui sont connectés au sol par un câble, par une corde. Cette corde tire sur un générateur qui produit de l'électricité. Donc, c'est vraiment une technologie qui fait le lien entre la filière aéronautique et la filière de l'éolien, puisque en fait, c'est de l'énergie éolienne à partir d'avions. Je vais vous montrer, alors j'avais une petite vidéo, mais elle a disparu, et c'est parce qu'en fait, c'est pas la bonne présentation, désolé. Donc, excusez-moi. Voilà, deuxième essai. Est-ce que là, c'est toujours bon? Vous voyez mon écran? Oui, toujours. Parfait. Donc voilà, l'objectif, la vision à long terme, c'est de pouvoir installer des champs d'éoliennes offshore, mais à la place d'avoir un mât de 150 mètres de haut, on a simplement un avion qui est connecté à une plateforme flottante par une corde. Et sur chaque plateforme, il y a un générateur qui produit de l'électricité. Voilà, alors là, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, si on regarde une éolienne aujourd'hui, et c'est vrai aussi bien pour les éoliennes onshore que offshore, l'essentiel de l'énergie est produit par le tiers externe de la pale. Et donc, les deux tiers des pales qui sont proches du centre produisent moins d'énergie. L'essentiel est produit par l'extrémité, par la pointe des pales. Donc, l'idée de Ampix Power et de toute la filière des éoliennes aéroportées, que l'on appelle en anglais Airborne Wind Energy, c'est de remplacer l'extrémité des pales des éoliennes par des avions, ou pour certaines sociétés par des grands cerfs-volants, par des kites, et remplacer le mât par simplement une corde qui fait même pas 1 centimètre de diamètre. Donc, en libérant cette contrainte d'avoir un mât, on peut avoir des avions qui volent à une altitude beaucoup plus élevée, où le vent est plus fort. Et donc, on peut avoir une production d'énergie plus importante avec une stabilité des vents plus élevée, un
plus grand nombre d'heures dans l'année où on peut produire de l'énergie et donc à la fin un taux de charge plus élevé et un coût d'énergie plus bas. En plus, en éliminant le mât et les fondations, on va dire en éliminant 2/3 des pales, on réduit considérablement la matière nécessaire pour la construction de ces systèmes, pratiquement de 80 à 90%. Et donc, ça conduit à une réduction très importante des coûts. Donc, pour comprendre un peu le principe de fonctionnement, donc cet avion, en fait, il fonctionne comme un cerf-volant. Quand vous allez à la plage avec un cerf-volant, c'est le vent qui maintient le cerf-volant en l'air et vous faites faire des cercles à votre cerf-volant en le commandant avec les différents câbles que vous avez. Et ce cerf-volant exerce une force constante. Ici, cette force va être utilisée pour faire tourner un alternateur qui produit l'électricité. Et donc, ça fonctionne avec par cycle, avec différentes formes. Donc, dans cette illustration schématique, l'avion fait une forme de 8. Et 2 fois par cycle, il produit de l'énergie en s'éloignant du générateur. Et 2 fois par cycle, il se rapproche du générateur. Et là, on rebobine avec une consommation d'énergie très faible pour préparer un nouveau cycle. Donc, les éoliennes classiques ont une nacelle qui est, on va dire, 100 mètres, 150 mètres d'altitude, enfin d'élévation par rapport au sol. En allant vers l'éolien offshore, on dépasse ces niveaux-là vers 200, 250 mètres. Avec le système d'éoliennes aéroportées, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, le système d'Ampix Power aura une élévation de 450 mètres et donc une corde qui peut faire 850 mètres de longueur puisqu'on fonctionne avec une inclinaison de l'ordre de 30%. Voilà. Donc, un avantage, c'est que plus on va en hauteur, plus on a de vent. Quelques mots sur l'historique, l'histoire de développement de notre société. Donc, Ampix Power a été fondée en 2008. Et entre 2008 et 2020, on va dire, nous avons déjà construit 8 prototypes, successivement de taille de plus en plus importante. On a réalisé plus de 700 vols et on a démontré, on va dire, les principaux éléments de la technologie. Aujourd'hui, le prototype opérationnel que nous testons, nous faisons voler toutes les semaines, c'est un système qui produit 20 kW de puissance électrique. Ça, c'est le modèle qu'on appelle AP numéro 2. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'assemblage de notre dernier système pré-commercial qu'on appelle AP3, qui aura une capacité de production électrique de 150 kW. Donc, en utilisant la terminologie de l'aéronautique, le roll-out sera au mois de juillet. Les premiers tests de vol, le premier vol sera en Espagne au mois d'octobre. Ce sera un vol principalement pour vérifier les caractéristiques aéronautiques de notre avion avec des faibles vitesses de vent. Et l'an prochain, on va transférer le système en Irlande où on va tester le fonctionnement, la performance de l'avion dans des conditions de vent très élevées. Et on va démarrer la production d'électricité avec un générateur de 150 kW. Donc, à partir de la mi-2021, on aura démontré toutes les facettes de la technologie avec un système pré-commercial de 150 kW, un avion de 24 mètres carrés de surface d'aile. Voilà. Donc, compte tenu du retour d'expérience qu'on a avec AP2 et de la conception et la construction d'AP3, nous avons cette année démarré le développement de notre premier produit commercial qu'on appelle AP4, qui aura une capacité de production de 1 à 2 MW
et une surface d'aile de 70 mètres carrés. Alors, on ne va pas viser tout de suite le segment offshore parce que pour être compétitif offshore, il faut atteindre une taille critique plutôt de l'ordre de 3 à 6 MW, compte tenu du fait qu'on aura des frais fixes qui sont notamment à la construction de la plateforme flottante et tous les coûts logistiques qui sont fixes indépendamment de la taille du système. Donc, on va probablement démarrer le développement d'un système offshore à partir de 2022-2023. Donc, cette année, on démarre le développement d'un système un peu plus petit, 1 à 2 MW, et on va principalement cibler ce qu'on appelle les marchés distants, donc les pays en voie de développement, les îles, les réseaux électriques isolés ou les consommateurs, les clients qui sont hors réseau, donc notamment des mines, des acteurs industriels qui seraient pas connectés à des réseaux électriques. Nous visons une livraison de nos premiers clients entre 2025 et 2026 avec un prix de revient de l'énergie produite entre 100 et 150 euros du mégawattheure au lancement et entre 60 et 100 euros du mégawattheure 5 ans plus tard. Notre objectif 2030, c'est d'être entre 60 et 100 euros du mégawattheure. Ce sont des niveaux de prix, des niveaux de coûts qui sont supérieurs à l'éolien onshore actuel, mais qui, dans certains marchés, notamment en Afrique, quand on vient en substitution à la production d'énergie à partir de générateurs diesel, c'est déjà très compétitif. Voilà. Donc, le produit suivant, qui est le AP5, donc c'est un avion de 200 mètres carrés. Là, vraiment, on va cibler les marchés développés, donc le segment d'utility, donc carrément concurrencer l'éolien onshore et offshore, avec un objectif de coût de revient entre 20 et 25 euros du mégawattheure à horizon 2040, onshore, et offshore entre 25 et 30 euros du mégawattheure. Voilà, donc là, je vous donne un petit aperçu de ce que serait notre système AP4. Donc, l'avion est livré avec la plateforme. La plateforme contient d'une part tout le système de décollage et d'atterrissage automatique et d'autre part tous les éléments de production d'électricité. Donc, pour ce qui est de la plateforme de lancement et d'atterrissage, il faut imaginer que c'est un peu comme un porte-avions miniature. L'avion est catapulté au lancement et à l'atterrissage, il est arrêté par un système d'accrochage et d'absorption de l'énergie cinétique. Le système est conçu pour être totalement autonome. Donc, le personnel n'est nécessaire que pour l'installation et la maintenance, mais en exploitation, le système fonctionne tout seul. Il décolle quand les conditions sont propices. Il atterrit quand les conditions sont sur le point de se dégrader, donc, soit quand il n'y a plus de vent ou quand il y a trop de vent. Mais pour le reste, l'avion peut rester en l'air durée indéfinie, plusieurs journées d'affilée. Voilà, et voici un aperçu de ce que représenterait le système offshore. Donc le même genre de plateforme, le même genre d'avion, mais plus grand, et probablement plateforme flottante pour soutenir le système. Voilà, et puis je vous donne une dernière petite vidéo qui montre le décollage. Vous voyez que l'avion est connecté à une corde et pendant son cycle, il fait une figure de 8 tout en restant accroché à la corde. Et quand il s'éloigne de la plateforme, il tire sur la corde. C'est cette force de traction qui entraîne l'alternateur. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous présenter pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, une première question sur quel est le matériau utilisé pour la corde? Alors, aujourd'hui, tous les tests que nous faisons se sont réalisés avec un matériau qui s'appelle Dyneema. Donc, c'est une fibre de très forte
très forte résistance mécanique et également légère et assez flexible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a beaucoup de questions. Dans quelle catégorie d'aéronefs se classent vos avions? Est-ce que ce sont des drones? Et une question, que se passe-t-il si la corde se rompt? Donc oui, ce sont des drones. Donc nous développons ces avions avec l'objectif de les certifier selon les mêmes normes pratiquement que l'aéronautique classique. Donc nous sommes en contact permanent avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne pour la certification. Donc ce sont des drones, on peut imaginer que ce sont des planeurs, puisque la plupart du temps le système fonctionne sans hélice, hein, c'est le vent qui le maintient en altitude. On aura de petites hélices pour le décollage, mais le reste du temps, l'avion n'utilise pas de propulsion. C'est la puissance, la force du vent qui le maintient en altitude. Il y a un autopilote qui contrôle l'avion. Donc c'est effectivement un drone. Et l'autre question, oui, si la corde se rompt? Oui, si la corde se rompt, l'avion il atterrit tout seul. Donc il peut atterrir avec ou sans corde. Et s'il y a des problèmes, il peut même relâcher la corde et atterrir tout seul. On avait des questions sur le volet réglementaire d'installation. Si vous étiez régi par les mêmes réglementations et qui sont appliquées à l'éolien terrestre ou offshore. Alors, donc, il y a deux choses différentes. D'une part, il y a la certification de l'avion et d'autre part, il y a l'autorisation de vol. Donc, la certification de l'avion, c'est quelque chose qu'on fait une fois pour toutes avec l'ESA. L'objectif, c'est d'avoir des avions qui sont certifiés. Ensuite, projet par projet, en fonction des pays, des autorités locales et de la réglementation locale, nous travaillerons avec des partenaires, soit des partenaires locaux, soit des développeurs ou des utilities internationales qui vont faire ce travail de développement donc de projets, avec généralement, oui, effectivement, une autorisation de vol, une demande d'autorisation de vol, une demande de permis de construire. Voilà. Mais bon, c'est nouveau, hein, nous sommes vraiment précurseurs là-dessus, donc la réglementation n'existe pas dans la plupart des pays pour ce type de projet spécifiquement. Et donc, nous allons avec nos partenaires qui développent des projets utilisant notre technologie et avec les autorités locales, nous allons, au cours des prochaines années, essayer de faire évoluer la réglementation si c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, notre avion est considéré comme un avion et pas comme un obstacle. Donc, nous demandons une autorisation de vol. Et sur sur tous les projets, tous les sites sur lesquels nous opérons, nous avons demandé et obtenu une autorisation de vol. Merci. Donc, une dernière question sur l'avion lui-même. Le drone est-il 100% autonome d'un point de vue contrôle-commande? Le cas échéant, sur quelle technologie vous appuyez-vous pour assurer la communication entre la plateforme et le drone? Donc, le drone est 100% autonome. Il est conçu pour fonctionner
24 heures sur 24, jour et nuit, dans une grande palette de conditions météorologiques. Donc, s'il y a moins de, si la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres secondes, il est programmé pour retourner à la base et atterrir. Et si la vitesse du vent dépasse 25 mètres par seconde, il est également programmé pour rentrer à sa base. Mais sur cette palette de 6 à 25 mètres secondes, il peut continuer à rester en vol et il est totalement autonome. Donc, il y a une communication radio entre la plateforme et le drone. Voilà, pour certaines commandes de haut niveau, mais le drone est totalement autonome. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Donc déjà, merci aux intervenants pour ces interventions et ces présentations vraiment intéressantes qui illustrent bien en fait les ponts et les passerelles qui existent et qu'on va pouvoir travailler dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, on va vous diffuser après autorisation les présentations et vous donner le lien vers le replay. Bien, je sais pas si tu veux ajouter. Non, simplement remercier vraiment tous les intervenants pour toutes ces présentations très précises et très détaillées. Et bien évidemment, avec l'idée de continuer à travailler tous ensemble sur ce sujet-là et de groupe de travail. Merci beaucoup à tous et merci aux participants aussi d'avoir suivi ce webinaire. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Ouais. À bientôt. Hop.